Londres, 1851. La chapelle Saint-Georges se dressait, resplendissante en cette fraîche matinée de mai. La lumière du soleil filtrait à travers les vitraux, projetant des teintes de pierres précieuses sur les rangées de l'aristocratie anglaise, vêtue de ses plus beaux atours. Des roses blanches et des lises ornaient chaque surface, leur parfum capiteux emplissant l'air, tandis que James Blackwood, 6e duc de Westmoreland, se tenait droit et imposant à l'autel, aux côtés de sa radieuse épouse, Lady Catherine Pembroke. À 33 ans, le duc avait une allure saisissante dans sa tenue de cérémonie. Ses cheveux sombres brossés en arrière sur des traits que les pages mondaines décrivaient fréquemment comme nobles, bien que sévères. Catherine, à peine âgée de 22 ans, blonde et délicate, tremblait légèrement à ses côtés dans sa robe de soie ivoire et de dentelle de Bruxelles. Une vision de beauté juvénile qui contrastait avec le visage buriné du duc. L'assemblée observait avec approbation tandis que l'évêque célébrait la cérémonie, sa voix sonore résonnant à travers les pierres anciennes. Cette union avait été jugée des plus appropriées par la société, survenant précisément 16 mois après la noyade tragique de la première épouse du duc, Alexandra Pembroke, la sœur aînée de Catherine. Lorsque l'évêque demanda si quelqu'un connaissait un juste empêchement à l'union de ce couple, on s'attendait à ce que la pose traditionnelle se déroule dans un silence respectueux. Au lieu de cela, les lourdes portes de chêne à l'arrière de la chapelle s'ouvrirent avec fracas, le son résonnant comme le tonnerre dans l'espace sacré. Un hoquet de surprise collectif ondula à travers l'assemblée, tandis que les têtes se tournaient pour apercevoir une silhouette se découpant dans l'embrasure de la porte, trempée par la pluie et respirant lourdement comme si elle avait couru une longue distance. L'eau gouttait de sa cape sur le sol de marbre alors qu'elle avançait d'un pas délibéré, son visage partiellement masqué par un voile, mais reconnaissable entre toutes pour ceux qui la connaissaient bien. Le duc se figea, le sang se retirant de son visage, tandis que la reconnaissance poignait dans ses yeux. Catherine s'agrippa à son bras, son bouquet de roses blanches tombant, oublié, sur le sol, alors que ses jambes menaçaient de se dérober. La femme mystérieuse continua sa progression dans l'allée, la congrégation s'écartant devant elle comme la mer Rouge. « Je crois que cette place est déjà prise », annonça-t-elle, sa voix claire portant jusqu'au moindre recoin de la chapelle désormais silencieuse. « Car la duchesse de Westmoreland est toujours en vie. » Alexandra Pembroke se tenait devant eux, non pas noyée et enterrée comme tous l'avaient cru pendant 3 longues années, mais vivante et tangiblement présente. La lumière multicolore des vitraux illuminait son visage tandis qu'elle retirait son voile, révélant des traits similaires à ceux de Catherine, mais marqués par l'épreuve et la détermination, plutôt que par la douceur de la jeunesse. Les matrones de la société cherchèrent leur cassin, leur sel. Les gentilshommes murmurèrent avec une incrédulité choquée, et l'évêque serra son livre de prières contre sa poitrine comme s'il pouvait le protéger de ce scandale sans précédent. Mais James et Alexandra ne voyaient personne d'autre, leur regard figé dans une reconnaissance qui traversait 3 années de mort présumée, de deuil et de trahison apparente. Dans cet instant suspendu entre 2 battements de cœur, les fondations de vie soigneusement reconstruites s'effondrèrent, et les certitudes sur lesquelles un mariage de société avait été bâti s'évanouirent comme la brume matinale face à la lumière crue d'un retour impossible. Et c'est le moment de faire une pause et de vous abonner à notre chaîne. Chaque abonné nous rapproche du millier, ce qui nous aide à faire vivre ces histoires et à vous les proposer. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker et de laisser un commentaire pour nous dire d'où vous nous regardez. C'est toujours incroyable de voir jusqu'où ces récits voyagent à travers le monde. Maintenant, continuons. Les ciels de plomb de Londres pleuraient contre les fenêtres de Westmoreland House, tandis qu'Alexandra Pembroke était assise, le dos droit, sur une chaise en cuir en face de son mari dans son bureau aux lambris d'acajou. Sa robe d'emprunt était encore humide de la pluie,
qu'il avait trempé lors de son entrée spectaculaire à la chapelle Saint-Georges quelques heures plus tôt. À 28 ans, elle n'était plus la jeune mariée au visage frais d'il y a 3 ans. Ses traits étaient désormais affinés par des expériences qui avaient effacé la douceur de la jeunesse, remplacée par une résilience durement acquise, évidente dans la fermeté de sa mâchoire et le regard assuré qu'elle posait sur le duc. James Blackwood arpentait la pièce devant la cheminée, ses vêtements de mariage troqués contre une simple chemise et un gilet, ses cheveux sombres en désordre à force d'y passer les doigts, son expression oscillante entre l'incrédulité, la colère et quelque chose de plus complexe qui aurait pu être du désir. Le portrait d'Alexandra, toujours accroché au-dessus de la cheminée, semblait observer la scène se dérouler, ses yeux peints ne capturant rien de la nouvelle dureté de la femme vivante, un fantôme d'une époque plus heureuse conservé dans l'huile et la dorure. « On a trouvé ma cape et du sang près des falaises », déclara-t-elle, sa voix maîtrisée malgré l'émotion qui bouillonnait en elle, ses doigts blancs là où ils agrippaient l'accoudoir. « Tu as organisé des funérailles, tu m'as pleuré pendant précisément 14 mois avant de courtiser ma sœur. Comme votre deuil fut efficace. » James. La pluie s'abattit contre les fenêtres, avec une vigueur renouvelée, reflétant la tourmente qui régnait dans la pièce, tandis que le duc cessait de faire les 100 pas pour lui faire face, son visage un masque d'émotions contradictoires. « J'ai enterré un cercueil vide, » répondit-il, la voix rauque de retenue. « J'ai fouillé ses eaux pendant 2 mois, Alexandra. Tous les bateaux de pêche de Douvres à Brighton ont été réquisitionnés. Quand la mer a refusé de te rendre, qu'aurais-tu voulu que je fasse? » Alexandra tourna son regard vers la fenêtre striée de pluie, ne voulant pas le laisser voir à quel point ces mots l'affectaient, comment l'image de lui fouillant des eaux hantées perçait son armure soigneusement construite. « Cela importe peu maintenant, » répliqua-t-elle, le calme calculé revenant dans sa voix. « Ce qui importe, c'est que je ne me suis pas noyé ce jour-là au large des falaises de Blackwood, comme tout le monde l'a cru. L'accident de navigation qui était censé lui avoir coûté la vie avait fait le tour de la société londonienne. Des murmures de tragédie suivant le duc pendant des mois, des spéculations sur l'incompétence de sa jeune femme sur l'eau, bien qu'elle ait grandi près de la mer. Désormais, ces mêmes salons bourdonneraient de théories encore plus scandaleuses, disséquant chaque détail de son retour miraculeux et du mariage interrompu avec sa jeune sœur. James se dirigea vers le buffet, versant un liquide ambré dans un verre en cristal avec des mains qui trahissaient un léger tremblement. « Tu parles de ta mort supposée et de ta résurrection miraculeuse comme si tu racontais un dîner mondain modérément intéressant, Alexandra. 3 ans. Pendant 3 ans, je t'ai crue morte. Et maintenant, tu reviens le jour de mon mariage, avec ma fiancée, ta sœur. Le moment choisi suggère une cruauté délibérée. » Alexandra releva légèrement le menton, accueillant son accusation avec une froide dignité. « Le moment n'a pas été de mon choix, pas plus que mon absence. Mais je remarque que tu ne nies pas l'efficacité de ta convalescence, ni n'expliques pourquoi, de toutes les femmes éligibles en Angleterre, tu as choisi Catherine pour me remplacer. 6 mois plus tôt, sous un deuil d'étoiles et de lanternes en papier suspendues dans les jardins du domaine de Pembroke, James Blackwood se tenait à la périphérie d'un bal d'été auquel il avait assisté à contre-cœur, après 2 ans à éviter de telles frivolités. Lord et Lady Pembroke avaient été insistants dans leurs invitations, invoquant des liens familiaux qui survivaient même à la mort, jusqu'à ce que les convenances exigent son acceptation. Le duc était arrivé en retard, espérant faire une brève apparition avant de se retirer à Londres, mais s'était retrouvé à s'attarder de manière inattendue en observant Catherine Pembroke de l'autre côté de la terrasse. Elle n'était plus la jeune fille dégingandée qui avait servi de demoiselle d'honneur à son mariage. Catherine s'était épanouie en une jeune femme posée de 21 ans, ses cheveux dorés et ses yeux bleus rappelant Alexandra, tout en étant distinctement les siens.
Elle se déplaçait avec une grâce étudiée parmi les invités, son rire parvenant parfois jusqu'à lui de l'autre côté du jardin. Un son qui éveillait une attirance importune, immédiatement accompagnée de culpabilité. Chaque fois que leurs regards se croisaient à travers l'assemblée, Catherine rougissait joliment, une réaction qui trahissait l'engouement enfantin qu'elle avait nourri pour le mari de sa sœur, maintenant transformé en un intérêt de femme que Lady Pembroke était trop désireuse d'encourager. « Alexandra voudrait que vous retrouviez le bonheur, votre grâce », insista Lady Pembroke, en le guidant à travers la roseraie, rencontrant opportunément Catherine qui examinait une fleur particulièrement belle. « Et qui de mieux pour comprendre votre perte qu'une famille qui la partageait ?» La manigance était transparente mais efficace, car Catherine possédait une douceur qui apaisait son esprit blessé, sa conversation parsemée de références prudentes à Alexandra, qui reconnaissait son absence sans s'attarder dans la mélancolie. Tout au long de la soirée, Alexandra plana comme un fantôme entre eux, son nom un murmure dans leur conversation prudente, son souvenir les liant et les séparant à la fois. Au moment où l'orchestre joua la dernière valse, James se retrouva à demander la main de Catherine, l'entraînant sur la terrasse éclairée par les lanternes où d'autres couples dansaient sous le ciel d'été. Lady Pembroke observait depuis le bord de la terrasse, la satisfaction évidente dans son regard perspicace en voyant ces manœuvres prudentes porter leurs fruits. Dans les semaines qui suivirent, James rendit visite à Catherine de plus en plus fréquemment, leur lien commun avec Alexandra créant une base de compréhension qui évolua progressivement en une affection sincère. Elle ne le pressa jamais d'oublier, créant au contraire un espace pour son deuil tout en l'encourageant doucement à revenir à la vie, une compétence qui la faisait paraître sage au-delà de son âge. En elle, James trouva un baume pour sa solitude, un lien avec le bonheur qu'il avait autrefois connu, et à l'automne, la société murmurait qu'un engagement était imminent. Quand il la demanda finalement en mariage sous les érables de Hyde Park, leurs feuilles devenues dorées comme les cheveux de Catherine, elle accepta avec des larmes qui parlaient à la fois de joie et d'un chagrin persistant pour sa sœur, dont ils cherchaient tous deux silencieusement l'approbation, alors même qu'ils se promettaient l'un à l'autre, ignorant que de l'autre côté de l'océan, Alexandra se battait quotidiennement pour retrouver la vie qu'il réimaginait sans elle. L'horloge de grand-père dans le couloir sonna minuit, ses carillons solennels résonnant à travers Westmoreland House, tandis qu'Alexandra se tenait dans l'embrasure de la porte de ce qui avait été sa chambre, maintenant occupée par Catherine. Le clair de lune se déversait à travers les rideaux entr'ouverts, illuminant sa jeune sœur assise au bord du lit, portant toujours sa robe de mariée, ses cheveux dorés dénoués et tombant sur ses épaules qui tremblaient de sanglots silencieux. Alexandra entra sans y être invitée, son regard balayant la pièce où les échos de sa vie passée restaient étrangement mêlés aux possessions de Catherine. Sa propre brosse à cheveux en argent occupait toujours la coiffeuse, à côté des flacons de parfum de Catherine. Son châle préféré était drapé sur une chaise, ses aquarelles accrochées à côté de nouveaux paysages, dans le style plus doux de Catherine, une représentation visuelle de la manière à la fois complète et incomplète dont elle avait été remplacée. Catherine leva les yeux, son visage baigné de larmes, un portrait de culpabilité et de peur, alors qu'elle se levait chancelante, les mains jointes devant elle comme une pénitente en prière. « Alexandra » murmura-t-elle, ce seul mot porteur de questions qu'elle n'osait pas articuler. Alexandra ferma la porte derrière elle avec un soin délibéré, ses mouvements contrôlés bien que la rage et la trahison bouillonnaient sous son extérieur calme. « J'ai survécu aux pirates, à la fièvre et à 2 ans sur une île isolée en attendant un sauvetage qui n'est jamais venu, seulement pour trouver mon mari dans les bras de ma sœur et ma mère orchestrant cette union, » déclara-t-elle, sa voix basse mais tranchante, alors qu'elle s'enfonçait plus profondément dans la pièce, le bout de ses doigts effleurant les meubles familiers, désormais réclamés par une autre. Catherine tressaillit comme si elle avait été physiquement frappée,
reculant jusqu'à ce que ses jambes rencontrent le bord du lit qui avait été le lit conjugal d'Alexandra. « Je te croyais morte, » protesta-t-elle faiblement. « Nous le croyons tous. La cape, le sang sur les rochers. James a été inconsolable pendant des mois. » Alexandra eut un rire amer, soulevant une petite figurine de porcelaine de la cheminée, une danseuse qu'elle avait achetée à Paris pendant sa lune de miel. Le sang était le mien, reconnut-elle, étudiant la délicate figurine avant de la remettre à sa place. J'ai été attaqué sur les falaises par des hommes cherchant une rançon, bien qu'ils aient eu plus que ce qu'ils espéraient lorsque leur navire a été intercepté par les autorités coloniales près de Madagascar. Malheureusement, on m'a présumé faire partie de leur équipage plutôt que d'être une captive, et j'ai passé des mois à prouver mon identité avant d'obtenir un passage sur un navire marchand, pour ensuite faire naufrage et m'échouer sur une île non répertoriée. Chaque mot frappa Catherine comme un coup physique, sa rivalité imaginaire avec un fantôme se transformant horriblement en la connaissance que pendant qu'elle s'était progressivement insérée dans la vie d'Alexandra. Sa sœur s'était battue pour sa survie contre des obstacles impossibles. Comme il était pratique pour tout le monde que je sois déclarée morte plutôt que disparue, continua Alexandra, son ton conversationnel bien que ses yeux brûlassent d'une fureur froide. Quelle chance que ma mort ait libéré James pour chercher du réconfort dans des bras familiers, et comme notre mère a été efficace pour s'assurer que ses bras soient les tiens. 3 jours après qu'Alexandra Pembroke fut ressuscitée des morts pour interrompre un mariage, son nom dominait toutes les conversations dans les salons de Londres, les clubs de gentlemen et les quartiers des domestiques. Les journaux du matin étaient étalés sur le bureau en acajou du duc de Westmoreland, leurs gros titres proclamant des variantes du scandale avec des récits de plus en plus embellis. Certains suggéraient qu'Alexandra s'était cachée en Angleterre pendant tout ce temps. D'autres affirmaient qu'elle avait été retenue captive par des pirates méditerranéens, exigeant une rançon que le duc avait refusé de payer. James Blackwood se tenait près de la fenêtre, regardant la pluie continuer son assaut incessant sur Londres, comme si les cieux eux-mêmes portaient un jugement sur sa situation difficile, son visage hagard après des nuits blanches passées à arpenter ces mêmes planchers. Lord Hartwick, son plus vieil ami depuis leurs jours à Eton, occupait la chaise en cuir en face du bureau, son expression grave tandis qu'il examinait les journaux et le plateau de petit déjeuner intact à côté. Les 72 dernières heures avaient transformé Westmoreland House à la fois en forteresse et en prison, les domestiques ayant pour instruction de refuser l'entrée au flot de visiteurs porteurs d'une curiosité à peine voilée déguisée en inquiétude, tandis qu'à l'intérieur, 3 personnes s'évitaient avec une précision minutieuse. Catherine séquestrée dans l'aile est, Alexandra installée dans les appartements d'invités, et James pris au piège entre le devoir et le désir, sans voie claire à suivre. « Légalement, Alexandra reste votre femme, » déclara Hartwick, mettant de côté le journal du matin avec une grimace de dégoût pour ses spéculations sordides. « La question est de savoir si votre cœur a vraiment transféré son allégeance. » James passa une main dans ses cheveux en désordre, son alliance, jamais retirée pendant les 3 années de veuvage présumé, s'accrochant momentanément dans les mèches sombres. « La société s'attend à ce que j'accueille Alexandra sans hésitation, » répondit-il, sa voix rauque à cause de trop de whisky et de trop peu de sommeil. « Après tout, je l'ai pleuré publiquement, j'ai parlé d'une perte irremplaçable, et j'ai porté le noir pendant 1 année entière. Comme ils sont prompts à faire de Catherine la sœur intrigante, plutôt que de reconnaître la position impossible dans laquelle nous nous trouvons tous. » Lord Hartwick se leva, se dirigea vers le buffet pour verser 2 verres de brandy malgré l'heure matinale, et en tendit un à son ami avec l'aisance d'une longue familiarité. « Lady Jersey a déjà retiré son invitation à la famille Pembroke pour son bal la semaine prochaine, » nota-t-il. «
tandis que Lady Catherine est dépeinte soit comme une victime, soit comme une scélérate, selon le salon que l'on fréquente. Votre réputation est également en jeu, suspendue à vos prochaines actions. Le duc accepta le brandy mais ne but pas, regardant plutôt le liquide ambré capter la lumière du matin, comme s'il pouvait contenir les réponses aux questions qui le tourmentaient. Il avait aimé Alexandra autrefois, avec l'intensité passionnée de la jeunesse, bien que cet amour se soit considérablement refroidi avant sa disparition. Catherine avait réveillé des sentiments qu'il pensait éteints à jamais, sa nature douce guérissant des blessures qu'il portait depuis des années. Maintenant, le devoir et l'honneur exigeaient qu'il se réengage auprès d'une femme qu'il avait enterrée dans son cœur, tandis que son cœur réveillé l'attirait vers un avenir soudainement transformé en impossibilité. L'aube peignait le ciel oriental de teintes délicates de rose et d'or, tandis qu'Alexandra parcourait les sentiers sinueux de la roseraie du domaine de Westmoreland. La rosée humidifiant l'ourlet de sa robe de chambre d'empreinte. Le jardin avait été autrefois sa fierté, chaque buisson planté et entretenu de ses propres mains gantées durant ses premières années de mariage, où elle s'était consacrée à devenir la parfaite duchesse. Désormais, des variétés inconnues fleurissaient là où se trouvaient ces rosiers de Damas bien-aimés. Les bordures étaient réarrangées selon les motifs symétriques préférés de Catherine. Les bancs de pierre repositionnés pour capter différents angles de lumière du soleil. Alexandra fit glisser ses doigts sur une rose blanche. Notant que les épines avaient été méticuleusement taillées, un détail qui lui parut étrangement symbolique de la manière dont Catherine avait adouci les aspérités de la vie qu'Alexandra avait laissée derrière elle. Le léger crissement du gravier annonça une autre présence, et elle se tourna pour trouver James debout à l'entrée du jardin, vêtu pour monter à cheval bien que l'heure fût inhabituellement matinale pour lui, suggérant que lui aussi avait eu du mal à trouver le sommeil. Pendant un instant, aucun ne parla. Le soleil levant projetant de longues ombres entre eux, alors que les oiseaux entament leur chœur matinal depuis les ormes voisins. « Tu n'étais jamais réveillé à cette heure auparavant, » observa-t-il finalement, sa voix soigneusement neutre bien que ses yeux suivissent ses mouvements avec une méfiance qui frisait la fascination. « Je dormais rarement après l'aube sur l'île, » répondit-elle, poursuivant son tour du jardin, notant les changements à chaque pas. Quand la survie dépend de la collecte de nourriture, avant que la chaleur du jour ne devienne insupportable, on s'adapte rapidement à de nouveaux rythmes. James se mit à marcher à ses côtés, assez près pour converser tout en maintenant une distance prudente qui reconnaissait le gouffre entre eux. « Tu parles de ton épreuve avec un calme remarquable, » nota-t-il, étudiant son profil comme s'il cherchait la femme qu'il avait épousée en cette étrangère qui portait son visage. L'Alexandra que je connaissais se serait effondrée sous de telles épreuves. « Je ne suis pas la jeune fille obéissante et naïve que tu as épousée, James, » répondit-elle, s'arrêtant près d'une fontaine en marbre que Catherine avait fait construire pour remplacer la prairie de fleurs sauvages préférée d'Alexandra. Cette Alexandra-là s'est noyée dans la Manche, même si son corps ne l'a pas fait. Un silence s'étira entre eux, rempli par le doux clapotis de la fontaine et les souvenirs de ce qu'ils avaient été l'un pour l'autre. James la regarda redresser inconsciemment ses épaules et lever le menton, manifestation physique d'une trempe intérieure forgée par des circonstances qu'il pouvait à peine imaginer. Il reconnaissait peu de choses de l'épouse de la haute société, protégée, qui avait autrefois cherché son approbation pour chaque décision, du choix des menus à celui des robes. Cette femme devant lui se déplaçait avec l'assurance de quelqu'un qui avait affronté le pire que la vie pouvait offrir et en était sortie victorieuse. Les sentiers que tu as ajoutés dans le coin ouest ne suivent aucun schéma logique, remarqua-t-il, l'observation banale étant une retraite évidente d'un terrain émotionnel plus dangereux. Ils suivent les constellations que j'utilisais pour naviguer, le corrigea-t-elle.
un fantôme de leur ancienne intimité refaisant brièvement surface, alors qu'elle ajoutait « Certains changements sont des améliorations, James, pas simplement des différences à pleurer. » L'agitation chassa James de son lit bien après minuit. Les échos des conversations avec Alexandra et Lord Hartwick le hantant à parts égales. Cherchant une distraction, il se retrouva dans son bureau privé adjacent à sa chambre, un sanctuaire où peu de gens étaient autorisés à entrer. Un feu se consumait doucement dans l'âtre, projetant de longues ombres à travers la pièce alors qu'il triait méthodiquement la correspondance qui s'était accumulée pendant les préparatifs du mariage. Sous une pile de documents juridiques se trouvait une petite clé en laiton qu'il ne reconnut pas immédiatement, bien que quelque chose dans son design orné ravivât sa mémoire. En la tournant pensivement entre ses doigts, il réalisa qu'il s'agissait de la clé du secrétaire d'Alexandra, une délicate pièce en bois de rose qui avait été mise au rebut après sa mort présumée, jugée un rappel trop douloureux pour rester en vue au quotidien. Poussé par une impulsion qu'il ne pouvait nommer, James récupéra le secrétaire d'une chambre inutilisée où Catherine l'avait relégué, retournant dans ses appartements où la lumière du feu attrapait la riche patine du bois poli par les mains d'Alexandra. La serrure tourna en douceur malgré 3 ans d'inutilisation, révélant des compartiments contenant sa correspondance personnelle, des cartes de visite et des feuilles de papier à lettres inutilisées embossées de ses initiales. Ne trouvant rien de significatif, il était sur le point d'abandonner sa recherche lorsque ses doigts découvrirent une légère irrégularité dans le grain du bois du tiroir central. En appuyant avec précaution, il déclencha un mécanisme caché qui révéla un compartiment secret contenant un journal relié en cuir qu'il n'avait jamais vu auparavant. La première entrée était datée de peu après leur mariage. L'écriture était sans équivoque celle d'Alexandra, bien que plus assurée que son écriture habituellement soignée. « Mon mari voit la duchesse qu'il a créée, jamais la femme en dessous. » Lut-il en silence, la gorge serrée par des mots écrits par une épouse qu'il réalisait n'avoir jamais vraiment connue. « C'est peut-être pour cela que je suis attiré par les falaises, où je peux enfin respirer sans les contraintes de la société. » Page après page, il découvrit une femme luttant contre les limites de son rôle, un esprit intelligent étouffant sous le poids des attentes de la société et d'un mari trop préoccupé par le modelage de la parfaite duchesse pour remarquer la femme qui s'effaçait devant lui. Alors que le feu se mourait en braise et que la nuit cédait la place à la lumière grise de l'aube approchante, James lut le désespoir grandissant d'Alexandra. Ses tentatives d'éveiller son intérêt pour ses pensées plutôt que simplement pour sa performance de ses devoirs, sa solitude au sein d'un mariage qui semblait parfait aux observateurs extérieurs, mais qui la laissait profondément isolée. La dernière entrée, datée du jour même de sa disparition, contenait des mots qui le hanteraient pour les années à venir. « James ne verra jamais au-delà du rôle qu'il a créé pour moi », avait écrit Alexandra, son écriture habituellement précise étant inhabituellement agitée. « Les falaises m'appellent plus fort chaque jour, promettant une liberté que je ne trouve pas dans cette cage dorée. Si quelque chose devait m'arriver, quelqu'un pleurerait-il la femme, ou simplement la duchesse? » Le journal glissa de ses doigts, alors que les premiers rayons de soleil perçaient l'horizon, illuminant le visage d'un homme confronté à la possibilité dévastatrice que la disparition de sa femme n'ait peut-être pas été entièrement accidentelle, et que le deuil qu'il avait si efficacement traité avait été pour une femme qui existait principalement dans son imagination. Le tonnerre s'abattit contre les fenêtres de Westmoreland House, tandis que James trouvait Alexandra dans la bibliothèque, sa silhouette se découpant contre les éclairs qui illuminaient momentanément la pièce d'une dure lumière blanche. Elle se tenait devant la cheminée, une main posée sur le manteau sous le portrait sévère du duc précédent, le père de James, dont les yeux peints semblaient observer avec une déception perpétuelle son fils s'approcher, le journal d'Alexandra serré dans ses doigts blanchis. « J'ai trouvé tes écrites, déclara-t-il sans préambule,
sa voix tendue par une émotion trop longtemps contenue, la regardant se tourner pour lui faire face, la reconnaissance puis la résignation traversant ses traits en voyant ce qu'il portait. 3 jours d'une coexistence difficile avaient maintenu un vernis de civilité qui se brisait maintenant comme la foudre déchirant le ciel à l'extérieur, les laissant exposés à des vérités qu'ils avaient tous deux évitées. « Es-tu tombé ou as-tu sauté ce jour-là, Alexandra » demanda-t-il, la question suspendue entre eux comme l'instant entre l'éclair et le tonnerre. Brute et terrible dans ses implications. « Est-ce que ça a de l'importance » rétorqua-t-elle, sa voix dépouillée de son calme calculé. « Tu semblais soulagé d'être débarrassé d'une femme qui n'avait pas réussi à te donner un héritier et qui posait trop de questions. » James tressaillit comme s'il avait été frappé, la pluie s'abattant contre les fenêtres, faisant écho à la tempête d'émotions qui traversait son visage, le masque soigné de l'autorité ducale s'effaçant pour révéler l'homme en dessous. « Je t'ai pleuré, » insista-t-il, s'avançant jusqu'à ce que quelques pieds seulement les séparent, la chaleur du feu réchauffant un côté tandis que le froid de la vérité glaçait l'autre. « As-tu pleuré la femme ou la duchesse » le défia Alexandra, ses yeux reflétant la lumière du feu et des larmes non versées alors qu'elle désignait le journal. « Tu ne m'as jamais connu, James. Tu n'as jamais vu au-delà du rôle que tu avais créé. J'ai essayé d'être ce que tu voulais, ce que ton père t'avait dit qu'une duchesse devait être, jusqu'à ce que je ne puisse plus me reconnaître quand je me regardais dans le miroir. » Le portrait au-dessus d'eux semblait s'imposer davantage à la lumière du feu. Le regard désapprobateur du duc précédent étant un poids palpable dans la pièce où son fils affrontait maintenant des vérités qu'il avait passé 3 ans à éviter. « Je me noyais dans notre mariage bien avant de disparaître, » continua Alexandra, sa voix se brisant sur cet aveu, le calme des derniers jours cédant la place à une honnêteté forgée dans l'isolement et la survie. « Quand ces hommes m'ont attaqué sur les falaises, une partie de moi a accueilli le chaos, a accueilli tout changement à la perfection suffocante que tu exigeais. Ce qu'aucun d'eux ne reconnut à voix haute, mais que tous deux comprirent dans ce moment de clarté brutale, était la question essentielle qui se cachait sous leur confrontation. Non pas si Alexandra avait eu l'intention de mettre fin à ses jours ce jour-là sur les falaises, mais si l'un ou l'autre désirait vraiment reprendre un mariage qui avait été plus une performance qu'un partenariat, plus un devoir qu'un amour, une cage dorée qui les avait tous deux piégés dans des rôles qu'aucun n'avait choisis, mais qu'aucun n'avait eu le courage de rejeter. 3 semaines après le retour d'entre les morts d'Alexandra Pembroke, le salon de Westmoreland House fut le témoin d'un rassemblement sans précédent. James se tenait devant la cheminée en marbre, son avocat assis à un petit secrétaire à proximité, des documents étalés devant lui. Les portraits des précédents ducs de Westmoreland s'alignaient sur les murs comme des juges silencieux, leurs visages sévères, observant les 2 sœurs Pembroke entrer à l'heure convenue. Catherine, pâle et résignée dans une robe gris tourterelle assortie au ciel londonien, et Alexandra, calme dans une soie bleue profonde qui soulignait la détermination de ses épaules. Aucune des 2 sœurs ne prêta attention à l'autre, en prenant place de part et d'autre de la pièce, la distance entre elles mesurant plus qu'un simple espace physique, tandis que l'avocat s'éclaircissait la gorge, mal à l'aise dans le silence chargé. James avait passé ces 3 semaines en profonde réflexion, consultant des experts juridiques sur cette situation sans précédent tout en évitant entièrement la société, son absence des clubs et des salons, alimentant des spéculations de plus en plus folles chaque jour. « Je vous ai demandé de venir ici pour vous faire part de ma décision concernant nos circonstances inhabituelles, » commença-t-il, son regard se déplaçant entre les 2 femmes qui avaient en chacune, à leur manière, façonné sa compréhension de lui-même. « J'ai épousé une femme que je connaissais à peine
et j'ai pleuré une épouse que je n'ai jamais vraiment comprise. » Continua-t-il, sa voix ferme bien que l'émotion souligna chaque mot. « Je ne peux pas faire 2 fois la même erreur. » Catherine fixait ses mains jointes, des larmes perlant mais ne coulant pas. Une image de dignité tranquille dans ce qu'elle anticipait clairement comme ses derniers moments en tant que quasi-duchesse. Alexandra observait James avec l'évaluation méfiante de quelqu'un qui avait survécu à des épreuves impossibles et le ferait à nouveau, quelle que soit sa décision, son expression ne trahissant rien de ses pensées. « Après avoir longuement consulté mon avocat, j'ai déterminé la voie la plus honorable, » déclara James, faisant un signe de tête au vieil homme qui poussa en avant des documents nécessitant des signatures. Notre mariage était basé sur une incompréhension mutuelle et des attentes non satisfaites, Alexandra. Bien que légalement contraignant, il n'a jamais été le partenariat que nous méritions l'un et l'autre. Je vous fournis une pension qui assure votre totale indépendance financière à vie. Un arrangement que mon avocat m'assure être d'une générosité sans précédent. Quant à nous, Catherine, continua-t-il en se tournant vers la sœur cadette, dont les yeux se levèrent alors pour rencontrer les siens. Nous avons construit notre lien sur le deuil partagé d'une femme qui était en vie. Quelle que soit l'affection sincère qui a pu naître entre nous, elle a germé sur un sol vicié. Je ne peux, en toute conscience, procéder au mariage, alors que cette fondation a été si profondément sapée. Les 2 sœurs regardèrent James avec des expressions de choc identiques, alors qu'elles comprenaient qu'il ne choisissait aucune d'elles, mais libérait plutôt les 3 de l'enchevêtrement d'obligations, d'attentes et d'incompréhension qui les avait liées. L'avocat s'occupa discrètement de ses papiers, évitant l'intensité des émotions qui emplissaient la pièce, tandis que James Blackwood, 6e duc de Westmoreland, s'éloignait enfin des rôles que son père avait exigés et que la société avait attendus, choisissant à la place le chemin plus difficile de l'honnêteté et de l'autodétermination. Le soleil méditerranéen dorait les vagues, tandis qu'Alexandra Pembroke se tenait à la proue du navire marchand Minerva, son passage pour Florence payé, grâce à la pension substantielle qui assurait désormais son indépendance. Une année s'était écoulée depuis que son retour spectaculaire avait bouleversé 3 vies et scandalisé la société londonienne, une année de négociations juridiques, de spéculations murmurées et finalement de liberté. La brise printanière portait le sel et la promesse en soulevant des mèches de ses cheveux. Désormais coiffée simplement, sans les arrangements élaborés attendus d'une duchesse anglaise. Autour de son cou brillaient les saphirs de sa mère, une partie de l'arrangement que James avait insisté pour qu'elle accepte. Leur poids, un rappel des chaînes brisées plutôt que des liens maintenus. Dans ses mains, elle tenait sa dernière lettre, le papier craquant sous ses doigts alors qu'elle relisait les mots qui confirmaient la rupture définitive de leur lien. « L'annulation est finalisée », avait-il écrit de sa main décidée. « Westmoreland a fourni votre pension comme promis. Catherine est retournée à la campagne. Je me trouve étonnamment reconnaissant de votre retour, non pas pour reprendre notre mariage, mais pour y mettre fin, honnêtement. La lettre ne contenait aucune récrimination, aucun blâme pour le scandale qu'il avait vu se retirer temporairement de la société, tout comme elle ne contenait aucune déclaration romantique ni regret pour des chemins non empruntés. Comme Alexandra elle-même, James était sorti de leur épreuve commune avec une compréhension plus claire de ses propres besoins et désirs, choisissant la réflexion solitaire plutôt que des attachements hâtifs. La société avait fini par trouver de nouveaux scandales pour occuper son intérêt, bien qu'Alexandra reçoive occasionnellement des lettres d'anciennes connaissances exprimant leur curiosité pour sa nouvelle vie, leurs lettres étant des tentatives, à peine voilées, de recueillir des ragaudes plutôt qu'une véritable préoccupation pour son bien-être. De telles lettres restaient sans réponse, tandis qu'elle se concentrait sur l'avenir qu'elle revendiquait désormais pour elle-même, financée par la pension qui la transformait d'épouse dépendante en femme aux moyens indépendants.
Le capitaine s'approcha, l'informant qu'ils accosteraient à Livourne à la tombée de la nuit. Ses manières respectueuses, mais sans la déférence excessive qui lui était autrefois accordée en raison de son titre. Alexandra le remercia avec l'assurance facile d'une femme qui avait négocié son propre passage et planifié son propre voyage, sans qu'aucun parent masculin ne soit nécessaire pour lui faciliter la voie ou approuver ses décisions. Dans sa malle, en contrebas, se trouvaient des journaux remplis d'observations et de croquis de son séjour sur l'île, le matériau pour le livre qu'elle prévoyait d'écrire. Ajoutant sa voix au petit nombre croissant de femmes écrivains voyageuses documentant des mondes au-delà des salons anglais. Alors que l'Italie se dessinait à l'horizon, ses côtes dorées dans la lumière de l'après-midi, Alexandra referma la lettre de James et la glissa dans sa poche. Un dernier chapitre d'une histoire qui l'avait façonnée, mais ne la définirait plus. La femme qui s'était autrefois noyée sous le poids d'une couronne de duchesse se tenait maintenant droite, le visage tourné vers de nouveaux horizons. Respirant profondément la liberté qu'elle avait gagnée par la survie, la détermination et le courage de revendiquer sa propre vie sans se soucier du jugement de la société.